Salut les gars, aujourd'hui je m'apprête à faire une expérience complètement folle. J'ai toujours utilisé mon casque VR pour faire des choses divertissantes, expérimenter des courses, expérimenter des voitures, mais surtout faire des expériences de manière expérimentale. J'ai jamais pris mon casque VR au sérieux pour pouvoir aller à 100% dans l'immersion. Et aujourd'hui, je vais mettre le maximum de mes compétences pour pouvoir aller chercher l'expérience la plus profonde possible en sim racing avec un setup dynamique, un simulateur de base shaker et le casque VR. Et aujourd'hui, je te propose de faire cette expérience totalement immersive avec moi. Mais en fait, je suis en train de tourner cette intro avec toi juste après avoir fait cette expérience. Et je te jure que l'expérience était bluffante. Ça a complètement changé ma vision que j'avais sur la VR, ça a complètement changé mes habitudes. J'utilise donc pour cette expérience ce casque VR, le Quest 3. Je l'ai maintenant depuis 1 an et demi, j'en suis super content. Alors il arrive en fait avec une batterie intégrée, donc en fait il est totalement autonome. Et le souci c'est que quand tu vas utiliser sans fil, j'arrive quand même à ses limites, c'est que au bout c'est comme pixelisé, tu perds des données et c'est pas très agréable. Et donc pour mon expérience ici, totalement immersive, je peux pas faire ça. C'est pour ça que en fait, je vais utiliser ce casque avec le câble, un câble en fait qui va pouvoir envoyer les données à mon PC et tous ces problèmes de lag et de perte d'informations ont disparu grâce à ce câble. Mais ce câble est aussi spécial, c'est qu'en fait il a deux sorties et tu as une sortie en fait pour les données et tu as une sortie pour le recharger. Vu qu'il a une batterie externe, tu le recharges mais en soi tu n'as même pas besoin de la batterie. Parce que tu peux avoir un câble juste USB-C, mais en fait il envoie juste les données et ta batterie se décharge. Donc pour des longues sessions ou alors pour des longues utilisations, c'est pas intéressant. En plus de ça, ce casque en fait il arrive d'origine avec juste l'élastique et c'est pas très agréable. Pourquoi? Parce qu'en fait l'avant du casque, tout est là-dedans et c'est assez lourd et donc en gros dans ta tête ça pèse un peu sur ton nez. Mais grâce à ce support que tu vas pouvoir mettre sur ta tête, tu vas pouvoir le régler en fait derrière, hop, derrière ou devant. Et là en fait tu vas pouvoir le régler comme tu veux avec le truc ici support où il y a un petit mousse et c'est très agréable, très confortable et ça permet d'avoir un équilibre en fait du casque. Bref, pour faire cette expérience, j'ai besoin que mon casque soit très confortable sur ma tête. Un des gros problèmes de l'expérience VR, et il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-ci, c'est que parfois, ça vous donne un peu la nausée, mais ça c'est une question personnelle et d'habitude, mais deux, ce qui revient tout le temps, c'est qu'en fait c'est pixelisé au bout. Et en fait on va jouer sur 3 aspects. 1, le taux de rafraîchissement. 2, la résolution. Et 3, la densité de pixels qu'on va pouvoir injecter dans le casque. Il faut comprendre une chose, c'est qu'en sim racing, on ne va pas utiliser le moteur du casque comme étant un casque autonome. Le casque va se comporter comme étant un écran et ta tour, ton PC, va elle faire tout le travail. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un très bon PC pour pouvoir tourner les configurations que je vais faire aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi mon PC, j'ai une 4090 RTX avec un i9 13e, 14e génération. C'est une autre vidéo, vous pouvez aller la voir dans mes autres vidéos. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller sur le programme Meta et je vais changer 2 paramètres. Alors, dans le programme Meta, ce qui est recommandé, c'est de rouler en 72 Hz, donc taux de rafraîchissement 72 FPS si tu veux, et derrière avec une résolution assez basse, 1.0. Et tu vois qu'en fait, tu vas pouvoir pousser ces résolutions et aussi ces Hertz en fonction de ta machine. Donc moi ici, je vais pousser jusqu'à 90 Hz. Il y a moyen d'aller monter jusqu'à 120 Hz. Mais je me suis dit que mon œil va pas trop gagner en performance. Si je monte à 120 Hz, je préfère mettre plus de pixels. Tu vas comprendre tout de suite parce que c'est une balance en fait à gérer. Derrière, je vais quand même aussi pousser ma résolution pour avoir vraiment la netteté des pixels. Et la densité des pixels, je vais la pousser dans le jeu. Alors l'idée, c'est de dire, ok, bon, si Meta te le recommande pas, pourquoi tu pousses? T'es fou ou quoi? Ça va jamais marcher. Attends, justement, il y a un outil qui va nous permettre de mesurer tout ça. Quand tu vas ouvrir ton fichier Meta, tu vas dans les documents sources, et il y a un document qui s'appelle Diagnostic. Tu cliques dessus et là-dedans, tu as une sorte de moniteur diagnostic. Tu cliques et tu peux afficher une sorte de graphique de diagnostic. Dans ce graphique-là, tu vas avoir 2 données. Une donnée qui va être en fait les hertz que tu as accepté et une deuxième donnée qui s'appelle le pourcentage bedroom. En gros, c'est la disponibilité que ta machine a pour pousser la performance. La première chose, c'est que la barre à gauche des 90 Hz, le but, la théorie, c'est que cette barre doit être la plus stable possible pour pouvoir avoir les 90 FPS constants tout le temps. C'est ce qui va créer cet effet de fluidité et de confort dans le casque. Et j'en ai besoin pour mon expérience compétitive sim racing et pour aller chercher 100% d'immersion. Et le deuxième point, c'est que ce pourcentage de bedroom, donc de disponibilité, il faut qu'il soit le plus proche possible de l'axe X. Ouais, c'est X, je crois. La première barre. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu es trop haut, ça veut dire que tu n'exploites pas nécessairement tout ton PC. Comment tu vas pouvoir gérer cette barre? C'est avec les graphismes de ton PC, mais en même temps,
avec les hertz et la résolution que tu as sur ton méta. Donc en fait, c'est une balance à gérer. Donc dans les graphismes, si je mets tout en hippique et je pousse, je suis juste en dessous de la barre des X et à ce moment-là, je perds des FPS et je saute à 45 FPS et c'est pas agréable. Donc mon but, c'est d'avoir le maximum de graphisme, le maximum de résolution et le maximum de hertz. Donc en gérant cette jauge, j'arrive à avoir ce que j'ai actuellement pour pouvoir vivre la meilleure expérience possible. Et en fait, cette jauge, tu vas la gérer toi en fonction de ton PC. Tu vas pouvoir gérer ça si tu as un PC un peu moins bon, tu vas peut-être diminuer un peu plus de graphisme et avoir cette barre. Le but, c'est juste d'avoir cette barre de hertz, que ce soit 72, 90 ou 120, la plus stable possible pour avoir ce taux de rafraîchissement et ce confort d'utilisation. Ensuite, tu vas aller sur le jeu et tu vas pouvoir pousser la densité de pixels. En gros, tu vas redonner des pixels en plus sur ta résolution pour avoir la netteté la plus optimale possible. Attention, tu n'auras jamais la netteté que tu as dans un écran. Et donc, je me dis, dans la casque VR, juste j'optimise le maximum pour avoir la netteté la plus agréable possible avec la machine que j'ai. Donc, au plus tu as une grosse machine, au mieux c'est. Maintenant que tout est prêt, le taux de rafraîchissement, mon casque est bien, ma résolution, tout est ok dans cette pixel, je peux enfin débuter mon expérience en sim racing immersif. Mais il me manque quand même un tout petit truc qui va me permettre de passer à un niveau supérieur en termes d'immersion. C'est un ingénieur de course. Alors je te cache pas que j'ai passé 2 jours, voire 3, à chercher une solution pour pouvoir connecter ChatGPT avec OpenAI, avec une clé API pour pouvoir générer et lire les données de télémétrie de ACC et d'autres jeux pour pouvoir faire générer des conseils de ChatGPT. J'ai passé 3 jours, j'ai rien su faire. Donc finalement, je me suis mis comme dernière solution, c'est d'utiliser CrewChief qui fonctionne très très bien. Mais je ne vais pas l'utiliser juste simplement. Je vais essayer d'activer en fait la reconnaissance vocale pour pouvoir lui demander des informations. Et à ce moment-là, on va arriver à un schéma qui est très immersif. C'est-à-dire que je suis en course, je vais pouvoir lui demander par exemple quelle est ma position. What's my position? 321. Mais non, c'est pas possible. Je vais pouvoir lui demander par exemple quelle est l'heure, plein d'autres éléments, ou alors par exemple l'écart qu'il y a, ou alors quel est mon tour, plein de choses qui vont me permettre de pouvoir en fait annuler tout l'ATH, donc tout ce qui est donné de la voiture, et de pouvoir me concentrer à 100% dans la voiture. Et c'est là où je pense qu'on va pouvoir toucher l'immersion à un maximum. Maintenant je suis prêt, j'ai mon ingénieur de course, je me mets sur mon setup Assetto Corsa Competizione, je lance le jeu, j'allume mes Wind Simulator devant, j'allume mes bass shakers et j'allume mon setup dynamique qui a la fonction de compensation de mouvement, donc motion compensation. En gros, c'est impossible de rouler avec un setup dynamique si tu n'as pas cette fonction et le casque VR, tu vas tomber malade en même pas quelques secondes. Et donc, j'en ai besoin pour pouvoir faire mon expérience immersive à 100%. Donc, j'active tout ça, je m'installe et je vais commencer ma première course compétitive. La première course que je prends part, c'est sur le Red Bull Ring et à ma plus grande surprise, c'est sous la pluie. Donc, je me qualifie, je suis en top split, donc à un niveau ultra élevé. Tous les gars sont là, ce sont des compétiteurs, ils veulent tous gagner, ils veulent tous avoir des points pour pouvoir augmenter leur niveau et faire une belle carrière sur la plateforme Low Fuel Motorsport, qui est une plateforme ultra compétitive, plus de 100 000 joueurs qui y jouent tout le temps. Bref. Et donc là, je m'installe, première course, sous la pluie, gros cadeau. Franchement, la pluie déjà en casque VR, en termes d'immersion. Alors là, je pouvais pas avoir mieux que ça. La pluie qui tombe, il te manquait plus que l'eau sur la tête pour pouvoir avoir cette pluie. Alors mon setup dynamique aussi partait un peu en sucette. Quand par exemple j'avais mon véhicule qui dérivait, j'avais une sorte d'effet de glisse sur mon setup dynamique avec mon casque VR. Je t'avoue que c'était complètement flippant. Alors lors de cette course-là, je me suis rendu compte que ma performance, elle était éclatée. J'étais, je pense, dernier. What's my position? 321. Mais non, c'est pas possible. Sérieux, j'étais 13ème, je suis 21 maintenant. Mais c'est un truc de fou ça. Je me suis fait éclater en fait. Bon, après j'ai remonté quelques positions avec de la chance, mais j'étais dernier. Malgré le fait qu'il y a eu quelques éléments en piste, j'étais dernier. J'étais nul, j'étais pas du tout content de ma performance. Course très très bizarre. Je pense que j'ai jamais pris autant de plaisir à rouler sous la pluie. J'ai jamais senti autant la voiture entre mes mains. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est que j'ai vraiment pas de rythme, quoi. Vraiment pas de rythme. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que j'étais arrêté. Alors peut-être que c'est à cause de mes 2 crashs, je sais pas.
Franchement, je sais pas. Et là, j'arrive à un premier constat. C'est qu'en VR, avec le dynamique, déjà que le dynamique simple, on dit qu'on perd en performance. Mais là, j'arrive avec le casque VR, en plus sous la pluie, j'étais à la rue, complètement. Donc, j'étais un peu déçu. Alors, c'est vrai que je me suis très bien amusé. Et je me suis dit que en faisant cette expérience, bah, finalement, ça va pas marcher, quoi. Parce que je vais vivre un bon moment, mais je vais pas pouvoir être compétitif. Et moi, mon but, c'est d'aller chercher la compétition, l'immersion à 100% dans cette expérience. Et je me dis que peut-être que j'arrive à la limite et que finalement, un casque VR plus le dynamique, ça reste que du divertissement. On ne sait pas y arriver. Donc, je suis un peu déçu de cette première course, mais j'abandonne pas. Je continue et je fais une deuxième course le lendemain. Je continue à m'entraîner, j'essaie de m'habituer. Et là, quand j'arrive et que je mets mon casque VR, je commence un tout petit peu à être habitué à cet écran, à cette pixelisation, parce que c'est pas comme si c'était un écran. Et là, j'arrive à ma deuxième course, c'était le sec. J'arrive, je fais un chrono qui est à 2 dixièmes de mon chrono absolu, c'est-à-dire absolu dans toutes les courses que j'ai faites sur ce circuit. Donc là, je me dis, ah, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je suis en train de m'habituer au casque VR et au positionnement. Et là, j'ai fait une course incroyable. J'ai tellement pris du plaisir. Il y avait tout qui était naturel. La position, l'écart avec les véhicules. J'avais cette impression de me sentir dans cette voiture, dans cette course. Et tout était naturel. J'arrive à faire un chrono qui est à 2 dixièmes. Je fais une course qui est plus ou moins OK. Je suis assez content de mon expérience. Donc je me dis, je continue, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Et là, même principe, je participe à ma troisième course. Cette troisième course, ça va être un peu les conditions similaires, peut-être un tout petit peu plus fraîche. Et là, j'arrive à faire un chrono à 1 dixième de mon chrono absolu. C'est-à-dire que je suis en train de me rapprocher de mon chrono dans les meilleures conditions possibles que j'ai fait une fois. Donc là, déjà, j'arrive et je suis assez content de ma performance. Je prends part à cette course-ci. Là, il y a un nouveau truc qui est en train d'arriver dans ma tête, en tout cas dans mon expérience. J'arrive à faire un rythme similaire à mon temps de qualification. Genre, c'était incroyable. Je roulais super vite, j'avais un rythme ultra constant. Et j'ai débloqué une nouvelle chose qui est arrivée lors de cette course-ci, malgré le fait qu'il y a eu plein d'événements en piste, de dépassements, des trucs. Mais il y a un truc qui s'est vraiment débloqué lors de cette course, c'est que j'avais l'impression de positionner la voiture dans l'espace. J'avais l'impression de sentir mes 4 roues et de pouvoir placer mes roues avant droit et arrière droit exactement juste à côté du vibreur. Là où je voulais mettre mes roues, comme dans la vraie vie en fait. J'avais vraiment cette immersion à 100% dans cette course. Donc là je me dis, ah, je suis en train d'atteindre un nouveau palier dans l'utilisation du casque VR en compétition. Et puis je me suis aussi dit, et en enlevant mon casque, je me suis dit, il y a quelque chose quand même qui va pas. C'est vrai que la pixelisation, ça fatigue les yeux. Et je me dis que je ne vais pas pouvoir faire une course plus longue que 25 minutes parce que jusqu'à ce moment précis, je faisais que des courses de 25 minutes parce que c'était déjà très prenant, c'était très compliqué. Et je me dis, faire une course de 40-45 minutes dans ces conditions, je ne suis pas sûr que je vais y arriver. Mais en tout cas, je ne vais pas y arriver dans de très bonnes conditions où je vais me dire, je vais pouvoir faire ça toute l'année, par exemple. Parce que cette pixelisation me gênait quand même. Et c'est là où je vais résoudre ce problème. Je vais passer à un nouveau jeu qui est Le Mans Ultimate. Il est connu pour être le meilleur jeu qui donne le meilleur retour de force dans le volant. Et je dois noter aussi le fait qu'en termes de setup dynamique, ce jeu est aussi le meilleur qui me donne le plus de sensations possibles en setup dynamique. Peut-être c'est une gestion de la télémétrie, peut-être c'est une gestion des effets, mais il y a quand même quelque chose qui est supérieur dans ce jeu. Et donc j'arrive dans ce jeu, et là, je mets mon casque VR. Je teste plusieurs véhicules et là, le choc. Je prends une hypercar, la Ferrari, je me mets en entraînement. La vision déjà, elle est beaucoup moins pixelisée que ce qu'on a sur Assetto Corsa Competition. Alors sur ACC c'est déjà bien, mais sur Le Mans Ultimate je suis en ultra partout. Et c'est beaucoup mieux optimisé, c'est beaucoup plus fluide. Je suis même sûr que de pouvoir passer à 120 Hz je pense sur LMU, mais j'ai pas testé. Et là, j'ai une claque. J'ai eu une claque, une révélation. Et là, j'ai dit, je pense avoir découvert quelque chose qui va changer toute mon expérience que je suis en train de faire actuellement. Pour appuyer mes propos, je me suis dit, ok, maintenant je vais participer à une course pas débutante. Je vais prendre une course intermédiaire et je vais faire 40 minutes avec un arrêt au pit stop sur Interlagos avec l'hypercar en multiclasse avec les GTE. Avant le départ, je fais une qualification. Et là, je fais une qualification et j'arrive à me classer 6ème de la course complète. Ah ouais, 6ème quand même. Hein. Franchement, super content. Regardez-moi la qualif, les gars.
Je pense que j'ai jamais été aussi performant en hypercar. Franchement, c'est incroyable. La précision, le plaisir que j'avais, c'était Okay, la no folie. more updates. Non, I want updates. and drivers and go. Et je me dis que mon chrono n'est pas si dégueulasse que ça. Non pas que c'est le meilleur chrono que j'ai fait parce que je roule jamais en hypercar. Et là, je roule et c'est une voiture qui est monstrueuse, qui est très dure à contrôler. Et il y a un élément qui a tout fait basculer, c'est que j'ai fait toute la session de qualification sans faire aucune erreur. Aucune sortie de piste, aucun blocage de roue. Et je me suis senti en harmonie avec la voiture. Alors que cette voiture, elle est très complexe à maîtriser. Déjà là, je me dis, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je prends le départ de cette course. Déjà au départ, gros crash devant. Ils se prennent la tête. Déjà, l'immersion est là. Je me dis, là, je suis en train de vivre un truc. Ça y est, je suis dans le truc qu'il faut. Mais il y a d'autres éléments qui font qu'en fait, j'arrive à vivre cette expérience à 100%. Donc, je continue cette course. Et là, je me rends compte qu'au fur et à mesure des minutes, au fur et à mesure des tours, je ne parle même pas. Je suis à fond dans l'expérience. Je suis dans le flow. Et là, je me dis, il n'y a plus la taille d'écran qui compte. Il n'y a plus l'incurvation d'écran qui compte. Il n'y a plus le triple screen. Il n'y a plus la hauteur. Il n'y a plus la distance. Il n'y a plus le field of view, le FOV réglé. Il n'y a plus rien de tout ça qui compte. Parce que là, je suis juste dans la voiture. Il n'y a plus aucun périphérique qui doit me bloquer dans mon expérience. Ok, la pixelisation ne fait pas partie du périphérique. Deuxième point, il n'y a plus le volant qui compte. Il n'y a plus la taille du volant. Il n'y a plus les boutons. Il n'y a plus les LCD du volant qui comptent. Il n'y a plus la forme. Il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a que le volant dans la voiture qui est exactement le même que la voiture qui compte. Et en fait, ça a tout son sens. Ça change toute l'expérience. Parce que dans l'hypercar, il faut essayer d'analyser quel est le pourcentage de batterie qui me reste. Et donc, à ce moment-là, je regarde ma jauge. J'ai ma jauge qui est là, qui est en train de bouger à gauche, à droite. Je change exactement la consommation de la batterie qu'il me faut pour être vraiment au milieu. Donc déjà, cette expérience, j'avais jamais vu le dashboard du volant avant. Ou alors il était juste en dessous, il était là comme ça, juste pour faire plaisir. Mais là, je vis le dashboard. Je veux savoir où est l'information. Je cherche l'info. Et donc, je ne peux plus changer de voiture parce que je suis habitué à ce dashboard de la Ferrari Hypercar. Et en fait, tout ça a pris son sens quand j'ai désactivé l'ATH. Quand tu désactives l'ATH, finalement, tu es dans ta voiture. Tu regardes les concurrents. Tu regardes juste ton dashboard, ton LCD. Puis après, tu écoutes aussi ton ingénieur. Et dans ton ingénieur, tu sais pas, quand tu es dans une vraie voiture, tu sais pas quelle position tu es. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Tu dis, what's my position à ton ingénieur. Et là, il te donne ta position. What's my position ? P6. Ok, toujours P6. Oh, c'est intense, hein. C'est intense de malade. Qu'est-ce que c'est bon. Ou alors il te donne le temps, ou alors il te donne vraiment toutes les informations qui font en fait que tu te concentres finalement que sur ton pilotage, que sur ton écran, que sur ta batterie et sur ce que ton ingénieur dit. Et en fait, tous ces éléments font que tu es en train de vivre une expérience la plus immersive possible. Mais au-delà de tout ça, il y a un moment donné où en fait il y a des événements qui arrivent sur la piste. Comme par exemple, tu as des GTO qui sont en train de perdre l'adhérence. Mais je les ai pas vus devant moi. Je les vois à ma gauche et à ce moment-là, je tourne ma tête et je vois la GTO qui est en train de perdre complètement son adhérence. Ce sont des choses que tu ne vois pas nécessairement dans un écran simple. Deuxième point, c'est quand tu fais des chassés croisés avec d'autres véhicules. Là, tu n'es plus du tout limité à la taille de tes écrans, à l'ultra-wide ou au triple screen. Ah, mais il fait quoi? Careful, Mais t'es still sérieux, there. mec? All clear on the right. Ça, en VR, tu peux le voir, mais en single screen, c'est compliqué. Oh là là, comment je l'ai vu? On your right. Clear on your right. Tu peux naviguer avec ta tête pour voir tous les éléments qui se passent, éviter ça. Et en fait, juste cet aspect que tu ne pourrais que vivre en VR montre à quel point revenir sur un écran simple, c'est rouler dans une voiture bridée. En gros, c'est comme si tu avais un écran qui s'arrêtait là, en 16 neuvième, et tu peux regarder que ça. Alors qu'en VR, tout le monde s'ouvre et tu vois tout, tu vis l'expérience à 100%. Et c'est vraiment cette émotion, cette sensation que j'ai eue lors de mon expérience pendant toute cette semaine. Quand j'ai fait cette course-là, je ne voulais plus rouler principalement pour aller chercher la performance, aller chercher le chrono absolu. Je voulais vivre cette expérience, je voulais vivre ces émotions, je voulais aller au plus profond que ce que le sim racing pouvait m'offrir. Que ce soit cette immersion VR, que ce soit ce setup dynamique, que ce soit ce vent qui est ultra agréable en VR, parce qu'en VR tu chauffes et avoir ce vent qui tape sur toi, c'est juste un régal parce que ça te permet d'avoir cet équilibre en fait sur
le temps. J'ai réalisé 40 minutes de course. Et je pense pas avoir eu un moment donné, un moment de faiblesse dans toute la course. Et pourquoi en fait c'est important d'avoir fait ça, d'avoir fait juste une course compétitive? Parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. Quand tu fais de la compétition avec des hypercars qui est déjà très compliqué à piloter, mais en plus avec de la multiclasse et de la compétition rankée, bah tu vas aller chercher le maximum de tes compétences. Tu vas aller chercher le dernier truc qui va te faire que tu vas aller plus vite. Tu vas aller chercher ta propre limite, même si c'est pas la limite absolue, mais tu vas aller chercher au plus profond de toi. Et donc quand tu couples à ça tous ces éléments d'immersion, tu arrives dans un état de flow. Tu arrives dans cet état où en fait tout est synchronisé, tout roule, je parlais plus pendant 40 minutes, je n'ai pas parlé. Ça fait une semaine que je suis en train de tester tout ça. J'ai pas tout filmé, mais j'ai filmé certaines parties que tu peux voir ici. Et je crois qu'en 50 Sim Racing, cette semaine-ci a été la semaine la plus amusante, la plus fun et celle où j'ai le plus aimé mon expérience de Sim Racing en 5 années de pratique. Donc je crois que cette expérience a changé tout mon quotidien. Je crois que cette expérience a changé mon approche de cette VR. Et je pense qu'en fait, le problème, c'est que même si j'essaie de streamer sur ma chaîne YouTube, bah, l'expérience n'est pas si bonne que si j'étais sur un écran. Parce que c'est pixelisé, parce que ça bouge, parce que ça peut donner des nausées. Et donc le fait de streamer peut-être va me revenir sur un écran plat pour pouvoir partager avec des moments avec vous. Mais une chose est sûre, après toute cette expérience, c'est que malgré les barrières qu'on peut trouver dans la VR, que ce soit la pixelisation, que ce soit le fait d'être enfermé, que ce soit le fait peut-être du manque de graphisme ou de la nausée ou des problèmes aussi techniques, parce qu'il y en a, il ne faut pas se le nier. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je ne roulerai exclusivement qu'en VR dans ma pratique de sim racing. Sauf encore quelques exceptions, si je dois faire quelques streams ou des choses comme ça, qui n'est pas agréable pour vous. Donc je vais essayer, je vais tenter l'expérience de créer du contenu en VR, voir un peu vous, comment vous réceptionnez ça, que ce soit sur ma chaîne ou ma chaîne secondaire. En tout cas, j'espère que tu as kiffé le fait que je te partage cette expérience totalement immersive de ma part. Moi, j'ai trop aimé. Et s'il y a quelque chose qui t'intéresse dans toute cette vidéo, je te mets tous les liens en description avec tout ce que j'ai utilisé comme matériel.